les géologues qui se sont intéressés à ces objets-là ont réalisé des profils topographiques de haute précision à partir d'un théodolite. Je vous fais référence au cours où j'ai expliqué ce que c'était un théodolite lors de la première séance, la seule qu'on aura fait en amphi dans ce module. Donc des mesures précises de terrain à partir d'un théodolite qui mesure les angles et les distances, ce qui permet de reconstruire des profils topographiques détaillés. Donc je vous laisse 5 minutes pour regarder un peu ces profils topographiques. Ils sont tous localisés au travers de la faille et mesurés sur la terrasse alluviale qui est recoupée par cette faille. Voilà, donc prenez quelques minutes pour regarder ça, on fait le point par la suite. Donc l'interprétation de ces profils, elle n'est pas très compliquée. On retrouve le mouvement vertical qu'on voit sur les images satellites avec le sud qui est surélevé par rapport au nord. Et vous pouvez lire la quantité de déplacement ici. Alors attention, là dans mon diaporama, j'ai inversé le nord et le sud. Donc l'image, les chiffres ne sont pas lisibles, mais je pense que vous allez réussir à vous en sortir. On a une quantité de déplacement le long de ces différents profils qui varient entre quelques mètres. Là, vous avez 0,75 mètres jusqu'à 10, 12. Là, c'est peut-être même le cumulé. On doit avoir à peu près 15 mètres. Donc une dizaine de mètres, vous pouvez prendre la valeur moyenne, si vous voulez, de toutes ces valeurs-là. Et à partir de cette valeur-là pour calculer la suite. Donc une dizaine de mètres de déplacement précis, mesuré précisément au théodolite. Donc par la suite, à partir de cette mesure du mouvement vertical, ce que je vous demande, c'est de réfléchir à comment revenir au mouvement sur la faille, puisque c'est plutôt ça qui nous intéresse que le mouvement vertical. Combien la faille s'est déplacée pour générer ce mouvement vertical d'une dizaine de mètres. Je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour réfléchir à ce problème. Vous faites, alors le conseil, c'est que vous faites un petit schéma pour établir la relation entre le mouvement sur la faille, le soulèvement de la terrasse et l'angle de la faille. Vous allez voir que si vous faites un schéma, normalement, c'est pas très compliqué, vous allez trouver assez facilement. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc, si vous avez bien pris le temps de réfléchir au problème, vous devriez avoir fait ce genre de schéma. Là, encore une fois, l'image, elle était inversée pour être toujours dans le même sens par rapport à tout ce que j'ai présenté précédemment, excusez-moi. Donc, on a le mouvement sur la faille que j'ai appelé S. On a le soulèvement de la terrasse qui est U. Et on a l'angle de la faille qui est alpha. Et on a une relation trigonométrique très simple qui dit que le mouvement sur la faille S, c'est le soulèvement divisé par le sinus du pendage de la faille. Voilà, donc c'est pas très compliqué. On peut du coup faire une application numérique à partir des valeurs qu'on a obtenues. Voici ce que donne l'application numérique. Donc pour un soulèvement de l'ordre de 7 à 10 mètres, un pendage de faille de 30 degrés, on obtient un déplacement sur la faille de 14 à 20 mètres. Si on considère que cette terrasse alluviale a été abandonnée il y a à peu près 10 000 ans, datation qui peut être obtenue par des petits morceaux de végétaux, de bois préservés dans les sédiments de la rivière et datés au carbone 14. Donc si on revient à ces 10 000 ans, ça vous fait une vitesse de 1,4 à 2 mm par an. Donc on vient de voir que la faille était active, elle a déplacé, déformé, soulevé une terrasse alluviale récente qui a 10 000 ans, que ce déplacement c'est de l'ordre de 14 à 20 mètres donc depuis ces 10 000 ans pour une vitesse de 1,4 à 2 mm par an. Donc la question qu'on va se poser dans la fin du TD là, c'est est-ce que cette faille a généré des gros séismes dans le passé associés à ce déplacement-là, et donc est-ce qu'elle est potentiellement dangereuse pour l'installation d'un ouvrage important. Donc pour répondre à cette question, vous allez essayer de réfléchir un peu par vous-même pendant 5-10 minutes, et puis on fait le point encore une fois dans 5 à 10 minutes. Donc vous faites une pause comme d'hab, et puis on se retrouve dans 5 à 10 minutes. Réfléchissez déjà par vous-même, et on fait le point. Alors pour répondre à cette question, vous avez une notion importante à bien comprendre, qui est la notion de déformation cosismique.
Alors avant de l'expliquer dans le détail, je précise juste que ça sort un peu du cadre du cours, c'est surtout pour votre culture personnelle que je vais expliquer ça et pour avoir une finalité par rapport à tout ce que vous avez fait dans le TD précédemment, un peu plus concrète. Donc la notion de déformation cosismique, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on prend une structure, comme on vient de le voir là, une structure plissée, faillée en son cœur, on a plusieurs étapes de déformation. On a une première étape où vous allez avoir une accumulation de la déformation, un chargement, et vos failles qui vont rester bloquées. Par exemple, parce que vous avez une friction sur ces failles qui est trop importante, donc la faille ne se déplace pas. Et à partir d'un certain temps, l'accommodation de la déformation n'est plus possible, vous avez chargé trop le système et vous allez libérer toute l'énergie accumulée sous forme de séisme. C'est ce qu'on appelle la déformation cosismique. Précédemment, l'étape 1, lors de l'accumulation de la déformation, c'est la déformation intersismique entre séismes. Et la deuxième étape, lorsque vous libérez l'énergie, c'est la déformation cosismique pendant le séisme. Donc il y a une notion importante qui nous manque pour répondre à la question soulevée précédemment. C'est finalement, on a une quantité de déplacement depuis 10 000 ans qui est de l'ordre de 14 à 20 mètres, ok. Mais est-ce qu'on a fait ce déplacement en une fois, lors d'un seul séisme de 20 mètres? Est-ce qu'on l'a fait en deux fois, lors de deux séismes de 10 mètres? Ou est-ce qu'on a fait 10 plus petits séismes de 2 mètres ou 20 séismes de 1 mètre? Voilà. C'est ce qu'on appelle la récurrence des séismes. Ça, on ne sait pas trop encore pour cette faille en particulier. Il y a des informations qui ont été obtenues ailleurs dans la région, mais pour celle-ci, on n'a pas l'information. Pourquoi c'est important? Eh bien, si vous avez un séisme tous les 10 000 ans, eh bien, votre séisme il va être important puisque vous allez déplacer 20 mètres. Donc 20 mètres de déplacement sur une faille, en fonction de sa longueur, bah, vous allez avoir une surface de déplacement qui va être importante et vous pouvez générer des magnitudes assez importantes. Hein. C'est pour ça que dans la région, on a historiquement des magnitudes 7, magnitude 8 qui ont été décrits. Par contre, si vous avez une faille qui a une friction un peu moins importante et qui va glisser plus fréquemment, eh bien, vous allez générer plus de séismes, mais de magnitude moindre. Donc, pour pouvoir répondre à la question qu'on a soulevée précédemment, l'information cruciale qui nous manque, c'est ce qu'on appelle la récurrence des séismes, c'est-à-dire on a un séisme tous les combien associé à cette faille. Voilà. Donc je ne vais pas répondre à cette question. C'est des choses que vous verrez peut-être en deuxième année dans certaines options. Pour répondre à cette question, on fait ce qu'on appelle de la paléosismologie, c'est-à-dire qu'on va faire des tranchées le long des failles pour étudier très dans le détail les différents séismes qu'il y a eu dans le passé et essayer de trouver cette récurrence qui est le point clé pour essayer de prévoir la sismicité d'une faille. Outre de quantifier son déplacement. Voilà, on a terminé avec ce TD, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore pas mal de choses vues nouvelles dans ce TD. Et puis bon courage pour la suite et puis on se retrouve bientôt de nouveau sur le web. À bientôt.